De retour sur le plateau de la tranche info sur Canal 10, place maintenant au focus, c'est notre jeudi anthropologie avec Nusere Kalala Omotunde. Bonsoir professeur. Bonsoir. Alors aujourd'hui on a le cours effectivement qu'on avait prévu un petit peu avant les vacances, Totalement. qui était sur l'origine, oui effectivement, je l'attendais celle-là par contre. Totalement, non parce que c'est important. Et sur l'origine donc de la violence aujourd'hui. De la violence, totalement. C'est-à-dire que, en fait, l'histoire racontée par les historiens occidentaux, c'est une immense fable. Et elle apparaît, cette fable, de plus en plus au grand jour, tout simplement parce qu'on a maintenant pu séquencer le génome. Donc on a accès, je dirais, par les fouilles archéologiques, à l'ADN, donc des vestiges humains que nous avions, des crânes, des ossements. On a aussi les fouilles archéologiques. Et on a, je dirais, une espèce de schisme dans l'histoire de l'humanité avec un avant et un après. Et c'est surtout ça qu'il faut arriver à comprendre. Parce que lorsqu'on regarde les documentaires qui sont présentés, les civilisations sont présentées comme des civilisations violentes depuis la nuit des temps, alors que c'est faux. On voit notamment au niveau de l'Égypte toutes les bêtises qu'on a pu raconter, par exemple les conflits entre Nubiens et Égyptiens, alors qu'on sait très bien qu'en Nubie, dans les mêmes tombes, vous avez des sépultures d'Égyptiens, des sépultures de Nubiens. Et qu'on a trouvé même dans la même tombe l'armée nubienne, l'armée égyptienne. C'est-à-dire qu'on bâtit des choses, et puis il y a la maths. L'idée de la sagesse, harmonie, bonté, une maths ne peut pas émerger dans une civilisation violente. La preuve, c'est que nulle autre civilisation n'a repris l'idée de l'idéal de la maths, qui était vraiment le fondement même de la civilisation égyptienne au niveau de sa spiritualité et sa philosophie. Donc il y a des incohérences qui sont relativement flagrantes, mais c'est vrai que l'occidental, il raconte l'histoire entre occidentale. C'est-à-dire on se réunit entre blancs et on raconte l'histoire des Indiens, l'histoire de tout le monde. Et les théories sont scabreuses. Lorsqu'il y a, je dirais, confrontation avec, je dirais, l'autochtone, c'est là que l'autochtone qui a enfin la possibilité de parler dit « mais qu'est-ce que vous racontez ?» Par exemple, à propos de l'arrivée des Européens dans les îles du Pacifique, les vieux racontent qu'ils ont senti l'odeur à des kilomètres, c'est-à-dire ils se sont dit mais qu'est-ce qui pue comme ça? Et c'est quand ils ont vu les bateaux arriver, puisque les navigateurs ne s'étaient pas lavés, les bateaux n'étaient pas lavés, vous voyez, et il y a même une femme qui a dit, et vous pensez qu'avec une telle puanteur, les femmes de nos contrées auraient couru à aller mettre des couronnes de fleurs à des gens qui ne se sont pas lavés depuis des mois et qui puent à des kilomètres, et boum, comme par hasard, ça a coupé. Bon, mais toujours est-il que ça remet un peu de réalité et de réalisme dans les récits un petit peu fantasmagoriques qui sont racontés. On cache beaucoup aussi les effets de la quête de l'armement suprême, c'est-à-dire tous les tests qui ont été faits pour la bombe atomique et autres un peu partout, même au pôle Nord. Et on n'en parle pas beaucoup, et pourtant il y a eu des choses quand même relativement graves, où des gens ont débarqué du jour au lendemain et ont commencé à agresser la biodiversité des habitants d'un territoire, et je dirais sans se soucier de l'après. Donc il y a toutes ces choses-là qui sont cachées, mais il y a eu véritablement un début. Et c'est surtout sur ce début-là que je souhaite vraiment insister. Alors c'est pour ça que je rappelle que j'ai fait un ouvrage qui s'appelle Pélagia. Pélagia, c'est l'histoire africaine de l'Europe. Parce qu'il faut savoir que le continent européen, à l'époque où il était peuplé de Noirs, s'appelait Pélagia. Et Europe est la fille d'un roi africain, Agénor, et c'est Cadmos, son frère, qui a porté l'écriture, non pas aux Européens qui étaient là, mais aux Noirs qui vivaient là. Et les Noirs étaient là un peu partout, y compris en Italie, puisqu'on sait aujourd'hui que lorsqu'on parle du latin, on parle du kikungo et du chiluba. Des démonstrations ont été faites, y compris par des linguistes européens, donc qui se sont bien penchés sur ce lien entre les langues très anciennes européennes et les langues africaines. Donc le latin, c'est de l'africain. Voilà. Maintenant, il y a une chose qu'il faut quand même rappeler, parce qu'il y a des certitudes scientifiques que nous avons aujourd'hui. C'est-à-dire qu'avant, le continent européen était un continent africain. Et ça, on peut le démontrer de plusieurs façons, d'autant plus qu'il y a eu des fouilles archéologiques et des tests ADN qui ont été faits et des reconstitutions un petit peu plus objectives de la réalité. Si on prend la grande vaste région de Roumanie où on a trouvé les ossements les plus anciens
donc des habitants de l'Europe qui remontent à 40 000 ans. Il y a une reconstitution qui a été faite, même si on dit que oui, on a aussi trouvé des crânes qui sont des métis entre Homo sapiens et Néandertal. Bon, mais il n'y a pas qu'un crâne, il y en a beaucoup. Et il y a eu des squelettes entiers. Et à partir de là, on a pu faire des reconstitutions. C'est pour ça que c'est important de voir le premier document, parce que j'en ai amené pas mal, mais de voir le premier document que j'ai amené, qui permet de voir comment, lorsqu'on reconstitue le faciès de ce premier Européen, à quoi on aboutit. On y va. Richard Nieve est artiste médico-légal. Sa spécialité est la reconstruction faciale et il collabore régulièrement avec la police criminelle. Je ne fais rien par hasard. Je dois pouvoir me présenter devant un jury et expliquer pourquoi j'ai choisi telle ou telle option. Il a travaillé sur un moulage du crâne roumain pour montrer à quoi ressemblaient nos ancêtres il y a 40 000 ans. J'ai fait la reconstruction dans les règles de l'art. Et voilà le résultat. Je ne sais jamais à l'avance ce que ça va donner. Je n'ai pas d'idée préconçue du visage final. C'est une surprise pour moi. Il faut écouter ce que disent les autres. Je suis persuadé que si un parent ou un proche de cette personne voyait ma reconstruction, il dirait « Oui, ça lui ressemble ». On imagine bien ce visage en train de rire, de sourire ou de se mettre en colère il y a 40 000 ans. Alors moi je confirme, si sa famille le voit, il le reconnaît. En tout cas au niveau du nez, il n'y a aucun problème. Ça nous parle. Non, là il y a aucun problème. Donc la chose qui se passe, et je suis content de montrer quand même aussi ce document-là, c'est parce que on voit bien que le crâne sur lequel M. Nieve a travaillé, c'est un crâne de sapiens, pas de Néandertal, parce qu'il n'aurait pas obtenu le même résultat au niveau du faciès. Et c'est quand même un spécialiste qui travaille quand même avec des unités de criminologie au niveau de la police. Donc, ça montre que, en fait, avec ce crâne trouvé dans la région, c'est pas un crâne roumain, puisque la Roumanie n'existait pas à l'époque, hein, donc c'est un crâne africain d'un homme qui se déplace et qui va rentrer en Europe. Vous voyez, donc il va rentrer en Europe, c'est-à-dire c'est cette fameuse première grande migration de peuplement qui va apporter la connaissance en Europe. Parce que la migration caucasienne, c'est-à-dire blanche, n'a pas apporté de connaissance. Et vous allez entendre de la destruction, c'est-à-dire que vous allez entendre des spécialistes en parler. Je dirais la chose, elle est quand même sue. Je veux bien qu'il y ait une espèce d'orgueil et le désir toujours de falsifier les faits. Mais à un moment, il faut être un petit peu sérieux parce qu'il faut reconstituer la vraie histoire de l'humanité et pas Walt Disney, Blanche-Neige et les 7 nains. Bon, donc il s'est avéré qu'il y a eu cet homme de Cheddar pour lequel on avait fait une reconstitution, comme d'habitude, et on a trouvé au niveau du résultat une espèce d'Européen. Sauf qu'avec l'ADN séquencé, quand on a pris des séquences d'ADN, on a bien vu qu'on avait affaire à un noir. Et là, tollé, problème de racisme, et les chercheurs qui sont obligés de défendre leur travail scientifique. C'est intéressant de voir ça, si on peut regarder le deuxième document, parce que ça apporte de l'eau à mon moulin. Maintenant de l'ancêtre des Britanniques. Un squelette datant d'il y a 10 000 ans, retrouvé dans le sud-ouest de l'Angleterre, vient de livrer ses mystères. On va retrouver à Londres notre correspondant Loïc de la Mornay. Bonsoir Loïc. Qui se cache donc sous Cheddar Man? C'est le nom que les chercheurs avaient donné à ce squelette. Oui Laurent, et vous allez comprendre dans quelques instants pourquoi il est surnommé ainsi Cheddar Man. En tout cas, c'est effectivement l'ancêtre des Britanniques. C'est le plus vieux squelette complet jamais retrouvé ici au Royaume-Uni. Il a 10 000 ans, il était déjà connu. Mais ces derniers jours, une nouvelle analyse scientifique vient de bouleverser certaines idées reçues, occasionnant aussi dans le pays une certaine agitation dans les réseaux sociaux avec bon nombre de commentaires racistes d'ailleurs qu'on va vous épargner ici ce soir. Vous allez comprendre pourquoi en regardant cette surprise, une surprise finalement assez logique dans ce reportage avec Anto Filippi et Blanche Vatton. Une peau noire et des yeux bleus perçants.
Étonnés, les Britanniques viennent de découvrir à quoi ressemblait leur ancêtre, l'homme qui foulait le sol d'Angleterre il y a 10 000 ans. Ce sont les scientifiques du Muséum d'histoire naturelle de Londres qui viennent de faire cette révélation et qui ont modélisé très exactement son visage. On n'aurait jamais imaginé ça il y a quelques années encore. Cette combinaison inhabituelle de cheveux bruns, bouclés, presque crépus, avec une peau très sombre et des yeux d'un bleu vif. La découverte du squelette de cet homme n'est pas récente. Il a été trouvé il y a plus d'un siècle dans les gorges du Cheddar, cette région du sud de l'Angleterre célèbre pour son fromage. En 1997, à partir de ce squelette, les scientifiques avaient déjà extrapolé son visage, celui d'un homme du Mésolithique d'une vingtaine d'années, blanc. Mais les chercheurs d'aujourd'hui ont retrouvé un peu d'ADN conservé dans son oreille et avec les progrès du séquençage génétique ont abouti à ce résultat bien différent. Ça ne m'étonne pas, l'humanité a voyagé depuis l'Afrique, donc ça me paraît logique. Ça va contredire ceux qui croient en une pureté. En regardant cette photo, je pense quand même que déjà à l'époque, c'était un immigrant, venu d'ailleurs dans le monde. Je ne pense pas qu'il soit né comme ça, ici à Londres. Selon les scientifiques, Cheddarman est bien né noir sur le sol anglais. La généralisation de la peau blanche serait intervenue plus tard avec des vagues d'immigration plus récentes venues d'Europe du Nord. Avec cette dame qui nous dit, ça se voit que c'est un immigrant, c'est pas quelqu'un. Totalement. Alors, en fait, ici, il faut être vraiment très précis. Parce que là, on est dans un univers où il y a eu tellement de choses dites de fausses qu'il faut rétablir un minimum de vérité. Tout à l'heure, le crâne reconstitué est un crâne du Paléolithique, c'est-à-dire qu'on est avant la période de 10 000 ans, donc d'autant plus qu'il datait de 40 000 ans. Là, on est dans le Mésolithique, c'est-à-dire que c'est un crâne de 10 000 ans, donc ça veut dire que cet homme africain qui est rentré s'est installé depuis plusieurs milliers d'années, donc en Angleterre. Bon, qu'est-ce qu'on constate ? Bon, l'étude dit qu'il avait les yeux bleus. Mais ce qui est très étrange et très intéressant, c'est que les Européens n'avaient pas les yeux bleus. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde le séquençage ADN des tout premiers qui sont rentrés sur ce continent africain, eh ben, ils n'avaient pas les yeux bleus. Donc l'héritage des yeux bleus européens viendrait des premiers habitats africains qui sont ceux qu'ils ont trouvés sur place quand ils sont arrivés. Mais professeur, justement, il semblerait que, à l'époque, enfin au commencement, que les Noirs avaient tous les attributs aussi des Européens. C'est-à-dire qu'il faut regarder les îles Salomon. Les îles Salomon, vous avez des Noirs qui sont blancs. C'est-à-dire qu'ils ont le faciès, vraiment la physiologie, donc leucoderme, mais ils sont noirs. Ils ont les cheveux blancs, enfin on voit bien les yeux bleus, enfin quand on voit les hommes du Pacifique, parce que eux, ça fait partie de ces hommes qui avaient commencé à migrer vers le nord de la Russie, et en raison de la glaciation, ils sont revenus en arrière. Mais comme ils sont restés tellement longtemps dans cette migration vers le nord, qui a permis d'avoir les Indiens d'Amérique, il ne faut pas l'oublier, parce que ceux qui ont fait demi-tour, ça a donné les Européens. Ceux qui ont continué, ça a donné les Amérindiens. Et les Amérindiens, quand ils sont arrivés en Amérique, ils ont trouvé les Noirs qui étaient déjà là, de leur propre aveu. Bon, on ne va pas discuter de midi à 14 heures. Les Amérindiens même ont dit que les Noirs qui vivaient là s'appelaient les Hippokus. Les Hippokus. Les Hippokus, voilà. Donc, je dirais, la chose, on la tient du souverain amérindien. D'accord ? Parce que j'ai été en Guyane, dans les bois, j'ai discuté avec un certain nombre de personnes, les Saramacca et autres, et l'information, elle est très claire. Bon, parce que à l'époque, les Noirs qui venaient d'Afrique pour les conditions esclavagistes, donc avaient décidé de s'enfuir dans la forêt, et quand ils sont arrivés dans la forêt, bon, disons qu'il y a eu quelques petites frictions entre Amérindiens et Africains. Et il a fallu que les Africains leur expliquent qu'ils n'allaient pas faire demi-tour, et qu'il fallait trouver un terrain d'entente pour pouvoir vivre dans la forêt. Et c'est en demandant aux Amérindiens, est-ce que c'est eux les maîtres de la forêt ? Est-ce qu'ils sont les premiers arrivants ? Ils ont dit non, parce que leurs ancêtres leur ont dit que quand ils sont arrivés, il y avait déjà des Noirs qui vivaient là, et ils savent exactement où se trouve le territoire de ces Noirs-là. D'accord. Et c'est de là qu'ils ont dit que ces Noirs-là s'appelaient les Hippokus. D'accord. D'accord ? Bon, donc ça, il faut le souligner, parce qu'on constate que dans la langue, vous savez, en égyptien ancien, le féminin, c'est le marqueur, c'est le T. Et dans cette langue amérindienne, méso-amérindienne, le féminin, le marqueur, c'est aussi un T. Donc il y a quelque chose quand même qu'il faut commencer un petit peu à creuser. Bon.
Mais la chose, c'est que vous avez vu, on a trouvé un crâne vide, bon, on lui a rajouté des cheveux, bon, on cherche à tout simplement passer un peu de pommade pour ne pas effrayer les gens, hein, parce qu'on se doute bien que les cheveux n'étaient pas tout à fait comme ça, parce que lui-même parle de cheveux crépus, mais nous montre des cheveux qui sont plutôt ondulés, enfin bref. Toujours est-il que la France est dans le même problème. C'est vrai qu'on n'a pas de séquençage ADN, ou en tout cas les choses sont cachées, mais on a quand même une œuvre qui est la Dame de Brassempouy, et qui est une œuvre qui est un marqueur parce que c'est la première femme française, et c'est une africaine. Alors, est-ce qu'on peut regarder le document de la Dame de Brassempouy? Et justement, il y a une jeune femme qui va nous présenter à la fois l'objet, mais aussi ce qui se dit de l'objet. Très bien, on y va. Cette petite tête a été trouvée dans le village de Brassempouy, c'est dans les Landes. Il y a 2 sites principaux sur place et la nôtre a été retrouvée dans la grotte du Pape par un monsieur qui s'appelle Édouard Piette, qui l'a découverte en 1894. Elle mesure environ 3,5 cm de haut. Je vous ai trouvé une image où on voit une main qui tient une reproduction de cette tête. Ça vous permet de vous familiariser un petit peu avec l'échelle de cette œuvre. Elle a été taillée dans de l'ivoire de mammouth. On voit que les hommes préhistoriques sont capables de faire une œuvre de très belle qualité, qu'ils ont déjà de belles connaissances techniques. On voit que par exemple, il y a des incisions qui ont été faites sur le dessus du crâne pour symboliser ce qu'on pense être peut-être la chevelure. On voit qu'elle est très réaliste et c'est ce qui fait sa particularité avec la représentation des yeux, du nez, des sourcils et surtout de cette chevelure que l'on n'a pas bien comprise. Alors ça pourrait être une chevelure tressée qui est marquée par toutes ces incisions, mais comme je vous le disais, on a aussi donné ce surnom de dame à la capuche à cette œuvre, donc il pourrait s'agir d'un petit bonnet par exemple, un petit bonnet en peau animale, ou peut-être une résille, une parure, qui serait une résille avec des décors de coquillages par exemple. On en a trouvé dans les tombes, donc ça tient la route tout à fait. Vous pensez qu'ils n'ont vraiment pas vu ou qu'ils feignent de pas je vais vous dire savoir? une chose, tout ça c'est du jeu de jambes. D'accord, Édouard Piette, qui a trouvé la statuette, a écrit dans son document, son rapport de fouille, pour comprendre sa chevelure, il faut aller regarder les statuettes égyptiennes. Parce qu'on a exactement la même solution artistique. Mais ce qui est c'est au-delà du réel, c'est-à-dire que même à l'époque de la Grèce antique, quand les Grecs étaient en contact avec les Noirs d'Afrique, il y a beaucoup de représentations. Je prends par exemple sur les vases athéniens, figures noires et autres, où il y a les représentations des cheveux africains tressés avec les mêmes stries. Donc ça veut dire que, quel est le problème en fait? Il faut comprendre la chose. L'Européen, quand il se penche dans le passé, il n'existe pas. Quand il parle de nos ancêtres, il ne s'agit pas de ses ancêtres. Il s'agit des miens, de nos ancêtres en nous. Mais ce ne sont pas ses ancêtres. Et pourquoi il parle d'ancêtres? Pour légitimer sa présence en Europe. Parce qu'il est rentré, et il a braqué le continent européen, toutes les civilisations. Mais vous allez voir, eux-mêmes avouent qu'ils ont braqué le continent européen. Mais la chose, c'est que, vous voyez, lorsqu'il y a eu cette conférence à l'université de New York, où on a dit, c'est quand même étrange de voir qu'il y a eu beaucoup de migrations dans l'histoire de l'humanité à l'époque de la proto-histoire, préhistoire, mais il y a quand même une migration qui est quand même assez surprenante, c'est-à-dire que la migration caucasienne, chaque fois qu'elle est arrivée quelque part, il y avait déjà une civilisation. Vous comprenez l'affaire? C'est-à-dire que ces gens sont sur des territoires qui ne sont pas les territoires de leurs ancêtres. D'accord? Et même quand ils lisent la Bible,
les événements se déroulent sur des territoires qui ne sont pas les territoires de leurs ancêtres. Effectivement. Ça ne sert à rien de prendre des noms européens, de blanchir les gens avec des reconstitutions, de jouer à Gérard Majax et de faire disparaître la race noire partout où elle était dans l'histoire de l'humanité, puisque de plus en plus la supercherie commence à sentir une odeur un petit peu nauséabonde. Vous voyez ? Donc il faut ramener la jeunesse européenne et française qui fait de l'histoire vers un peu je dirais, de décence et d'arrêter de raconter des histoires de capuche à dormir debout lorsque vous savez, parce que moi j'ai consulté les notes de fouilles de Piette. Piette a dit qu'il faut aller voir les statuettes égyptiennes pour comprendre ça. Et nous, quand on le voit, parce que moi j'ai vu la statuette à Saint-Germain-en-Laye dans le musée, mais dès que je voyais la statuette, vous comprenez parfaitement que vous avez affaire à une femme africaine. Vous voyez, et il n'y a pas que ça, il y a la Vénus de Willendorf, enfin il y en a beaucoup, puisque dans l'Antiquité, pratiquement toutes les représentations humaines sont des représentations de femmes avec des tresses africaines. On a toutes sortes de tresses africaines. La dame de Brassempouy, c'est quand même 23 000 ans de l'ère ancienne africaine. C'est pour dire quand même comment c'est quelque chose de relativement important. Bon, la chose qui se passe maintenant, c'est qu'il faut comprendre les vagues de migration, parce que c'est là où il y a mensonge. Est-ce qu'on peut regarder le document que j'ai fait sur les vagues de migration en Europe? La recherche l'a reconnu, l'Afrique est le continent mère de tous les hommes. Mais revenons sur la dernière étude faite sur la population, les origines de la population européenne. Le magazine Le Temps a consacré un article sur cette étude dont le titre ici est « Les origines multiples des Européens ». La population européenne serait issue de 3 lignées ancestrales principales d'après une nouvelle étude basée sur des analyses génétiques d'ossements anciens. Premier épisode de l'histoire de la population de l'Europe, il se joue il y a 45 000 à 40 000 ans, quand les premiers humains modernes, ou Homo sapiens, y débarquent en provenance d'Afrique. Deuxième grand acte de l'évolution humaine en Europe, l'arrivée, il y a 8 000 ans, des premiers agriculteurs, donc originaires du croissant fertile. Et chose particulière, c'est que ces Africains de la région donc, du croissant fertile vont apporter avec eux des nouvelles techniques, dont notamment la culture, donc l'agriculture et l'élevage. Chose particulière, c'est que l'article termine en disant « Selon la théorie dominante, les Européens actuels seraient le résultat de cette rencontre, aucun autre mouvement majeur de population n'étant intervenu par la suite sur le continent. » C'est étrange, puisqu'on a parlé de 3 lignées ancestrales. Et là, on a eu la présentation que de 2 lignées. Il en manque une. Qu'est-ce qu'on cherche à cacher? Il faut savoir que les Européens, disent l'étude, sont nés à l'âge du bronze. Et qu'est-ce que nous pouvons rajouter? Effectivement, l'agence Science Presse revient sur l'étude en montrant que les vagues de migration sont celles-ci. La première vague, il y a 45 000 ans. La deuxième, il y a 8 000 ans. Et la dernière, il y a 4 500 ans. Sauf que quand on regarde la problématique de l'âge du bronze, puisque vous avez ici l'article publié dans la revue Nature qui parle de l'âge du bronze, l'âge de bronze, c'est très étrange, parce que quand on regarde la frise chronologique, effectivement, l'âge de bronze commence à moins 2000 ans de l'ère ancienne africaine et non pas à 4000. Et que dit l'étude? C'est important de le souligner. Les auteurs ont également recherché les variants génétiques assujettis à la sélection naturelle. Ainsi, le variant dont on a ici le numéro, associé à la couleur de peau, montre que l'allèle dérivé correspond à la peau claire, qui s'est généralisée pendant le néolithique. Donc c'est la bande bleue que vous avez ici. Les individus avaient tous la peau foncée au mésolithique, la bande rouge que nous avons ici, alors qu'ils avaient tous la peau claire à l'âge du bronze. Donc qu'est-ce que ça sous-entend? Tous les habitants de l'Europe étaient effectivement les Africains, donc des populations africaines avant la dernière migration donc de l'âge du bronze, qui est beaucoup plus récente que celle que nous avons aujourd'hui. Et l'étude a démontré que tous les Européens actuels descendent en fait de cette dernière migration à l'âge de bronze. Donc, ça devient intéressant. Pourquoi ça devient intéressant? Parce que, en fait, il y a 3 études. Moi, je parle d'une étude parce que je regarde aussi sous les souliers, puisque s'il y a des gens qui veulent jouer à l'intéressant, on a de quoi faire. D'accord? Bon. La chose qui se passe, c'est que, vous voyez, on travestit les faits, parce que vous avez remarqué tout à l'heure, dans le documentaire, le reportage sur l'homme de Cheddar, les 2 spécialistes anglais ont dit que les Européens actuels sont issus d'une vague de migration très récente. Donc, la notion de vague de migration
qui remonterait en fait à 4000 ou à 5000 ans, c'est faux. D'autant plus qu'on a quand même aujourd'hui des fouilles archéologiques qu'on a datées, et on peut dire que c'est 2000 ans. Moi, j'ai toujours dit, ça fait 20 ans que je dis que c'est aux alentours de 2000 ans, d'autant plus que le peuple africain a été le premier à représenter des leucodermes vivants, de l'aveu de Jean-François Champollion. C'est pas de ma faute si les élèves qui sont dans les universités n'ont jamais vu ces représentations, mais Jean-François Champollion dit « véritable sauvage vêtu de peau de bête et tatoué ». Et il les a représentés. Donc c'est-à-dire qu'on a quand même des représentations murales dans les fresques pharaoniques et les tombeaux royaux qui présentent l'irruption de ces gens dans l'histoire de l'humanité qu'on n'avait pas avant. Donc on sait quand même à partir de quel roi africain on commence à voir, puisque l'Afrique dominait le monde à l'époque, donc il représentait tous les types humains. Donc on voit quand est-ce que dans la région apparaît ce type humain-là. Donc il faut quand même être un peu sérieux, parce qu'il y a un faisceau, il y a quand même un faisceau de preuves. Bon, on va marquer une petite pause, d'accord. Et on poursuit le cours tout de suite après. De retour sur le plateau de la tranche info sur Canal 10, place maintenant au focus, c'est notre jeudi anthropologie avec Nusere Kalala Omotunde. Bonsoir professeur. Bonsoir. Alors aujourd'hui on a le cours effectivement qu'on avait prévu un petit peu avant les vacances, totalement. Qui était sur l'origine. Oui, effectivement, je l'attendais celle-là par contre. Totalement. Non, parce que c'est important. Et sur l'origine donc de la violence aujourd'hui. De la violence, totalement. C'est-à-dire que, en fait, l'histoire racontée par les historiens occidentaux, c'est une immense fable. Et elle apparaît, cette fable, de plus en plus au grand jour, tout simplement parce qu'on a maintenant pu séquencer le génome. Donc on a accès, je dirais, par les fouilles archéologiques à l'ADN, donc des vestiges humains que nous avions, des crânes, des ossements. On a aussi les fouilles archéologiques. Et on a, je dirais, une espèce de schisme dans l'histoire de l'humanité avec un avant et un après. Et c'est surtout ça qu'il faut arriver à comprendre. Parce que lorsqu'on regarde les documentaires qui sont présentés, les civilisations sont présentées comme des civilisations violentes depuis la nuit des temps, alors que c'est faux. On voit notamment au niveau de l'Égypte toutes les bêtises qu'on a pu raconter, par exemple les conflits entre Nubiens et Égyptiens, alors qu'on sait très bien qu'en Nubie, dans les mêmes tombes, vous avez des sépultures d'Égyptiens, des sépultures de Nubiens. Et qu'on a trouvé même dans la même tombe l'armée nubienne, l'armée égyptienne. C'est-à-dire qu'on bâtit des choses, et puis il y a la maths. L'idée de la sagesse, harmonie, bonté, une maths ne peut pas émerger dans une civilisation violente. La preuve, c'est que nulle autre civilisation n'a repris l'idée de l'idéal de la maths, qui était vraiment le fondement même de la civilisation égyptienne au niveau de sa spiritualité et sa philosophie. Donc il y a des incohérences qui sont relativement flagrantes, mais c'est vrai que l'occidental, il raconte l'histoire entre occidentale. C'est-à-dire on se réunit entre blancs et on raconte l'histoire des Indiens, l'histoire de tout le monde. Et les théories sont scabreuses. Lorsqu'il y a, je dirais, confrontation avec, je dirais, l'autochtone, c'est là que l'autochtone qui a enfin la possibilité de parler dit « mais qu'est-ce que vous racontez ?» Par exemple, à propos de l'arrivée des Européens dans les îles du Pacifique, les vieux racontent qu'ils ont senti l'odeur à des kilomètres, c'est-à-dire ils se sont dit mais qu'est-ce qui pue comme ça? Et c'est quand ils ont vu les bateaux arriver, puisque les navigateurs ne s'étaient pas lavés, les bateaux n'étaient pas lavés, vous voyez, et il y a même une femme qui a dit, et vous pensez qu'avec une telle puanteur, les femmes de nos contrées auraient couru à aller mettre des couronnes de fleurs à des gens qui ne se sont pas lavés depuis des mois et qui puent à des kilomètres, et boum, comme par hasard, ça a coupé. Bon, mais toujours est-il que ça remet un peu de réalité et de réalisme dans les récits un petit peu fantasmagoriques qui sont racontés. On cache beaucoup aussi les effets de la quête de l'armement suprême, c'est-à-dire tous les tests qui ont été faits pour la bombe atomique et autres un peu partout, même au pôle Nord. Et on n'en parle pas beaucoup, et pourtant il y a eu des choses quand même relativement graves, où des gens ont débarqué du jour au lendemain et ont commencé à agresser la biodiversité des habitants d'un territoire, et je dirais sans se soucier de l'après.
Donc il y a toutes ces choses-là qui sont cachées, mais il y a eu véritablement un début. Et c'est surtout sur ce début-là que je souhaite vraiment insister. Alors c'est pour ça que je rappelle que j'ai fait un ouvrage qui s'appelle Pélagia. Pélagia, c'est l'histoire africaine de l'Europe. Parce qu'il faut savoir que le continent européen, à l'époque où il était peuplé de Noirs, s'appelait Pélagia. Et Europe est la fille d'un roi africain. Agénor, et c'est Cadmos, son frère, qui a porté l'écriture, non pas aux Européens qui étaient là, mais aux Noirs qui vivaient là. Et les Noirs étaient là un peu partout, y compris en Italie, puisqu'on sait aujourd'hui que lorsqu'on parle du latin, on parle du kikungo et du chiluba. Des démonstrations ont été faites, y compris par des linguistes européens, donc qui se sont bien penchés sur ce lien entre les langues très anciennes européennes et les langues africaine. Donc le latin, c'est de l'africain. Voilà. Maintenant, il y a une chose qu'il faut quand même rappeler, parce qu'il y a des certitudes scientifiques que nous avons aujourd'hui. C'est-à-dire qu'avant, le continent européen était un continent africain. Et ça, on peut le démontrer de plusieurs façons, d'autant plus qu'il y a eu des fouilles archéologiques et des tests ADN qui ont été faits et des reconstitutions un petit peu plus objectives de la réalité. Si on prend la grande vaste région de Roumanie où on a trouvé les ossements les plus anciens, donc des habitants de l'Europe qui remontent à 40 000 ans, il y a une reconstitution qui a été faite, même si on dit que oui, on a aussi trouvé des crânes qui sont des métis entre Homo sapiens et Néandertal. Bon, mais il n'y a pas qu'un crâne, il y en a beaucoup. Et il y a eu des squelettes entiers. Et à partir de là, on a pu faire des reconstitutions. C'est pour ça que c'est important de voir le premier document, parce que j'en ai amené pas mal, mais de voir le premier document que j'ai amené, qui permet de voir comment, lorsqu'on reconstitue le faciès de ce premier Européen, à quoi on aboutit. On y va. Richard Nive est artiste médico-légal. Sa spécialité est la reconstruction faciale et il collabore régulièrement avec la police criminelle. Je ne fais rien par hasard. Je dois pouvoir me présenter devant un jury et expliquer pourquoi j'ai choisi telle ou telle option. Il a travaillé sur un moulage du crâne roumain pour montrer à quoi ressemblaient nos ancêtres il y a 40 000 ans. J'ai fait la reconstruction dans les règles de l'art. Et voilà le résultat. Je ne sais jamais à l'avance ce que ça va donner. Je n'ai pas d'idée préconçue du visage final. C'est une surprise pour moi. Il faut écouter ce que disent les autres. Je suis persuadé que si un parent ou un proche de cette personne voyait ma reconstruction, il dirait « Oui, ça lui ressemble ». On imagine bien ce visage en train de rire, de sourire ou de se mettre en colère il y a 40 000 ans. Alors moi je confirme, si sa famille le voit, il le reconnaît. En tout cas au niveau du nez, problème. Ça nous parle. Non, là il y a aucun problème. Donc la chose qui se passe, et je suis content de montrer quand même aussi ce document-là, c'est parce que on voit bien que le crâne sur lequel M. Nive a travaillé, c'est un crâne de sapiens, pas de Néandertal, parce qu'il n'aurait pas obtenu le même résultat au niveau du faciès. Et c'est quand même un spécialiste qui travaille quand même avec des unités de criminologie au niveau de la police. Donc, ça montre que, en fait, avec ce crâne trouvé dans la région, c'est pas un crâne roumain, puisque la Roumanie n'existait pas à l'époque, hein, donc c'est un crâne africain d'un homme qui se déplace et qui va rentrer en Europe. Vous voyez, donc il va rentrer en Europe, c'est-à-dire c'est cette fameuse première grande migration de peuplement qui va apporter la connaissance en Europe. Parce que la migration caucasienne, c'est-à-dire blanche, n'a pas apporté de connaissance. Et vous allez entendre de la destruction. C'est-à-dire que vous allez entendre des spécialistes en parler. Je dirais la chose, elle est quand même sue. Je veux bien qu'il y ait une espèce d'orgueil et le désir toujours de falsifier les faits. Mais à un moment, il faut être un petit peu sérieux. Parce qu'il faut reconstituer la vraie histoire de l'humanité et pas Walt Disney, Blanche-Neige et les 7 nains. Bon. Donc, il s'est avéré qu'il y a eu cet homme de Cheddar
pour lequel on avait fait une reconstitution, comme d'habitude, et on a trouvé au niveau du résultat une espèce d'Européen. Sauf qu'avec l'ADN séquencé, quand on a pris des séquences d'ADN, on a bien vu qu'on avait affaire à un noir. Et là, tous les problèmes de racisme et les chercheurs qui sont obligés de défendre leur travail scientifique. C'est intéressant de voir ça, si on peut regarder le deuxième document, parce que ça apporte de l'eau à mon moulin. Maintenant de l'ancêtre des Britanniques. Un squelette datant d'il y a 10 000 ans, retrouvé dans le sud-ouest de l'Angleterre, vient de livrer ses mystères. On va retrouver à Londres notre correspondant Loïc de la Mornay. Bonsoir Loïc. Qui se cache donc sous Cheddar Man? C'est le nom que les chercheurs avaient donné à ce squelette. Oui, Laurent, et vous allez comprendre dans quelques instants pourquoi il est surnommé ainsi Cheddar Man. En tout cas, c'est effectivement l'ancêtre des Britanniques. C'est le plus vieux squelette complet jamais retrouvé ici au Royaume-Uni. Il a 10 000 ans, il était déjà connu. Mais ces derniers jours, une nouvelle analyse scientifique vient de bouleverser certaines idées reçues, occasionnant aussi dans le pays une certaine agitation dans les réseaux sociaux avec bon nombre de commentaires racistes d'ailleurs qu'on va vous épargner ici ce soir. Vous allez comprendre pourquoi en regardant cette surprise, une surprise finalement assez logique, dans ce reportage avec Anto Filippi et Blanche Vatton. Une peau noire et des yeux bleus perçants. Étonnés, les Britanniques viennent de découvrir à quoi ressemblait leur ancêtre, l'homme qui foulait le sol d'Angleterre il y a 10 000 ans. Ce sont les scientifiques du Muséum d'histoire naturelle de Londres qui viennent de faire cette révélation et qui ont modélisé très exactement son visage. On n'aurait jamais imaginé ça il y a quelques années encore. Cette combinaison inhabituelle de cheveux bruns, bouclés, presque crépus, avec une peau très sombre et des yeux d'un bleu vif. La découverte du squelette de cet homme n'est pas récente. Il a été trouvé il y a plus d'un siècle dans les gorges du Cheddar, cette région du sud de l'Angleterre célèbre pour son fromage. En 1997, à partir de ce squelette, les scientifiques avaient déjà extrapolé son visage, celui d'un homme du Mésolithique d'une vingtaine d'années, blanc. Mais les chercheurs d'aujourd'hui ont retrouvé un peu d'ADN conservé dans son oreille et avec les progrès du séquençage génétique ont abouti à ce résultat bien différent. Ça ne m'étonne pas, l'humanité a voyagé depuis l'Afrique, donc ça me paraît logique. Ça va contredire ceux qui croient en une pureté. En regardant cette photo, je pense quand même que déjà à l'époque, c'était un immigrant, venu d'ailleurs dans le monde. Je ne pense pas qu'il soit né comme ça, ici à Londres. Selon les scientifiques, Cheddar Man est bien né noir sur le sol anglais. La généralisation de la peau blanche serait intervenue plus tard avec des vagues d'immigration plus récentes venues d'Europe du Nord. Avec cette dame qui nous dit, ça se voit que c'est un immigrant, c'est pas quelqu'un. Totalement. Alors, en fait, ici, il faut être vraiment très précis. Parce que là, on est dans un univers où il y a eu tellement de choses dites de fausses qu'il faut rétablir un minimum de vérité. Tout à l'heure, le crâne reconstitué est un crâne du Paléolithique, c'est-à-dire qu'on est avant la période de 10 000 ans, donc d'autant plus qu'il datait de 40 000 ans. Là, on est dans le Mésolithique, c'est-à-dire que c'est un crâne de 10 000 ans, donc ça veut dire que cet homme africain qui est rentré s'est installé depuis plusieurs milliers d'années, donc en Angleterre. Bon, qu'est-ce qu'on constate ? Bon, l'étude dit qu'il avait les yeux bleus. Mais ce qui est très étrange et très intéressant, c'est que les Européens n'avaient pas les yeux bleus. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde le séquençage ADN des tout premiers qui sont rentrés sur ce continent africain, eh ben, ils n'avaient pas les yeux bleus. Donc l'héritage des yeux bleus européens viendrait des premiers habitants africains qui sont ceux qu'ils ont trouvés sur place quand ils sont arrivés. Mais professeur, justement, il semblerait que, à l'époque, enfin au commencement, que les Noirs avaient tous les attributs aussi des Européens. C'est-à-dire qu'il faut regarder les îles Salomon. Les îles Salomon, vous avez des Noirs qui sont blancs. C'est-à-dire qu'ils ont le faciès, vraiment la physiologie, donc leucoderme, mais ils sont noirs. Ils ont les cheveux blancs, enfin on voit bien les yeux bleus, enfin quand on voit les hommes du Pacifique, parce que eux, ça fait partie de ces hommes qui avaient commencé à migrer vers le nord de la Russie, et en raison de la glaciation, ils sont revenus en arrière. Mais comme ils sont restés tellement longtemps dans cette migration vers le nord, qui a permis d'avoir les Indiens d'Amérique, il ne faut pas l'oublier, parce que ceux qui ont fait demi-tour, ça a donné les Européens. Ceux qui ont continué, ça a donné les Amérindiens. Et les Amérindiens, quand ils sont arrivés en Amérique, ils ont trouvé
trouvé les Noirs qui étaient déjà là, de leur propre aveu. Bon, on ne va pas discuter de midi à 14h. Les Amérindiens même ont dit que les Noirs qui vivaient là s'appelaient les Hippokus. Les Hippokus. Les Hippokus, voilà. Donc je dirais, la chose, on la tient du souverain amérindien. D'accord ? Parce que j'ai été en Guyane, dans les bois, j'ai discuté avec un certain nombre de personnes, les Saramacca et autres, et l'information, elle est très claire. Bon, parce que à l'époque, les Noirs qui venaient d'Afrique pour les conditions esclavagistes, donc avaient décidé de s'enfuir dans la forêt. Et quand ils sont arrivés dans la forêt, bon, disons qu'il y a eu quelques petites frictions entre Amérindiens et Africains. Et il a fallu que les Africains leur expliquent qu'ils n'allaient pas faire demi-tour et qu'il fallait trouver un terrain d'entente pour pouvoir vivre dans la forêt. Et c'est en demandant aux Amérindiens, est-ce que c'est eux les maîtres de la forêt ? Est-ce qu'ils sont les premiers arrivants ? Ils ont dit non, parce que leurs ancêtres leur ont dit que quand ils sont arrivés, il y avait déjà des Noirs qui vivaient là, et ils savent exactement où se trouve le territoire de ces Noirs-là. D'accord. Et c'est de là qu'ils ont dit que ces Noirs-là s'appelaient les Hippokus. D'accord ? Bon, donc ça, il faut le souligner, parce qu'on constate que dans la langue, vous savez, en égyptien ancien, le féminin, c'est le marqueur, c'est le T. Et dans cette langue amérindienne, méso-amérindienne, le féminin, le marqueur, c'est aussi un T. Donc il y a quelque chose quand même qu'il faut commencer un petit peu à creuser. Bon. Mais la chose, c'est que vous avez vu, on a trouvé un crâne vide, bon, on lui a rajouté des cheveux, bon, on cherche à tout simplement passer un peu de pommade pour ne pas effrayer les gens, hein, parce qu'on se doute bien que les cheveux n'étaient pas tout à fait comme ça, parce que lui-même parle de cheveux crépus, mais nous montre des cheveux qui sont plutôt ondulés, enfin bref. Toujours est-il que la France est dans le même problème. C'est vrai qu'on n'a pas de séquençage ADN, ou en tout cas les choses sont cachées, mais on a quand même une œuvre qui est la Dame de Brassempouy, et qui est une œuvre qui est un marqueur parce que c'est la première femme française et c'est une africaine. Alors, est-ce qu'on peut regarder le document de la Dame de Brassempouy ? Et justement, il y a une jeune femme qui va nous présenter à la fois l'objet, mais aussi ce qui se dit de l'objet. Très bien, on y va. Cette petite tête a été trouvée dans le village de Brassempouy, c'est dans les Landes. Il y a 2 sites principaux sur place et la nôtre a été retrouvée dans la grotte du Pape par un monsieur qui s'appelle Édouard Piette, qui l'a découverte en 1894. Elle mesure environ 3,5 cm de haut. Je vous ai trouvé une image où on voit une main qui tient une reproduction de cette tête. Ça vous permet de vous familiariser un petit peu avec l'échelle de cette œuvre. Elle a été taillée dans de l'ivoire de mammouth. On voit que les hommes préhistoriques sont capables de faire une œuvre de très belle qualité, qu'ils ont déjà de belles connaissances techniques. On voit que par exemple, il y a des incisions qui ont été faites sur le dessus du crâne pour symboliser ce qu'on pense être peut-être la chevelure. On voit qu'elle est très réaliste et c'est ce qui fait sa particularité avec la représentation des yeux, du nez, des sourcils et surtout de cette chevelure que l'on n'a pas bien comprise. Alors ça pourrait être une chevelure tressée qui est marquée par toutes ces incisions, mais comme je vous le disais, on a aussi donné ce surnom de dame à la capuche à cette œuvre, donc il pourrait s'agir d'un petit bonnet par exemple, un petit bonnet en peau animale, ou peut-être une résille, une parure, qui serait une résille avec des décors de coquillages par exemple. On en a trouvé dans les tombes, donc ça tient la route tout à fait. Vous pensez qu'ils n'ont vraiment pas vu ou qu'ils feignent de pas je vais vous dire savoir ? une chose, tout ça c'est du jeu de jambes. D'accord ? Édouard Piette, qui a trouvé la statuette, a écrit dans son document, son rapport de fouille, pour comprendre sa chevelure, il faut aller regarder les statuettes égyptiennes. Parce qu'on a exactement la même solution artistique. Mais ce qui est c'est au-delà du réel, c'est-à-dire que même à l'époque de la Grèce antique, quand les Grecs étaient en contact avec les Noirs d'Afrique,
Il y a beaucoup de représentations, je prends par exemple sur les vases athéniens, figures noires et autres, où il y a les représentations des cheveux africains tressés avec les mêmes stries. Donc ça veut dire que, quel est le problème en fait? Il faut comprendre la chose. L'Européen, quand il se penche dans le passé, il n'existe pas. Quand il parle de nos ancêtres, il ne s'agit pas de ses ancêtres. Il s'agit des miens, de nos ancêtres en nous. Mais ce ne sont pas ses ancêtres. Et pourquoi il parle d'ancêtres? Pour légitimer sa présence en Europe. Parce qu'il est rentré, il a braqué le continent européen, toutes les civilisations. Mais vous allez voir, eux-mêmes avouent qu'ils ont braqué le continent européen. Mais la chose, c'est que, vous voyez, lorsqu'il y a eu cette conférence à l'université de New York, où on a dit, c'est quand même étrange de voir qu'il y a eu beaucoup de migrations dans l'histoire de l'humanité à l'époque de la proto-histoire, préhistoire, mais il y a quand même une migration qui est quand même assez surprenante, c'est-à-dire que la migration caucasienne, chaque fois qu'elle est arrivée quelque part, il y avait déjà une civilisation. Vous comprenez l'affaire? C'est-à-dire que ces gens sont sur des territoires qui ne sont pas les territoires de leurs ancêtres. D'accord? Et même quand ils lisent la Bible, les événements se déroulent sur des territoires qui ne sont pas les territoires de leurs ancêtres. Effectivement. Ça ne sert à rien de prendre des noms européens, de blanchir les gens avec des reconstitutions, de jouer à Gérard Majax et de faire disparaître la race noire partout où elle était dans l'histoire de l'humanité, puisque de plus en plus la supercherie commence à sentir une odeur un petit peu nauséabonde. Vous voyez? Donc il faut ramener la jeunesse européenne et française qui fait de l'histoire vers un peu je dirais, de décence et d'arrêter de raconter des histoires de capuche à dormir debout lorsque vous savez, parce que moi j'ai consulté les notes de fouilles de Piette. Piette a dit qu'il faut aller voir les statuettes égyptiennes pour comprendre ça. Et nous, quand on le voit, parce que moi j'ai vu la statuette à Saint-Germain-en-Laye dans le musée, mais dès que vous voyez la statuette, vous comprenez parfaitement que vous avez affaire à une femme africaine. Vous voyez, et il n'y a pas que ça, il y a la Vénus de Willendorf, enfin il y en a beaucoup, puisque dans l'Antiquité, pratiquement toutes les représentations humaines sont des représentations de femmes avec des tresses africaines. On a toutes sortes de tresses africaines. La dame de Brassempouy, c'est quand même 23 000 ans. De l'ère ancienne africaine. C'est pour dire quand même comment c'est quelque chose de relativement important. Bon, la chose qui se passe maintenant, c'est qu'il faut comprendre les vagues de migration, parce que c'est là où il y a mensonge. Est-ce qu'on peut regarder le document que j'ai fait sur les vagues de migration en Europe? La recherche l'a reconnu, l'Afrique est le continent mère de tous les hommes. Mais revenons sur la dernière étude faite sur la population, les origines de la population européenne. Le magazine Le Temps a consacré un article sur cette étude dont le titre ici est « Les origines multiples des Européens ». La population européenne serait issue de 3 lignées ancestrales principales d'après une nouvelle étude basée sur des analyses génétiques d'ossements anciens. Premier épisode de l'histoire de la population de l'Europe, il se joue il y a 45 000 à 40 000 ans quand les premiers humains modernes ou Homo sapiens y débarquent en provenance d'Afrique. Deuxième grand acte de l'évolution humaine en Europe, l'arrivée, il y a 8000 ans, des premiers agriculteurs, donc originaires du croissant fertile. Et chose particulière, c'est que ces Africains de la région donc, du croissant fertile vont apporter avec eux des nouvelles techniques, dont notamment la culture, donc l'agriculture et l'élevage. Chose particulière, c'est que l'article termine en disant « Selon la théorie dominante, les Européens actuels seraient le résultat de cette rencontre, aucun autre mouvement majeur de population n'étant intervenu par la suite sur le continent. » C'est étrange, puisqu'on a parlé de 3 lignées ancestrales. Et là, on a eu la présentation que de 2 lignées. Il en manque une. Qu'est-ce qu'on cherche à cacher? Il faut savoir que les Européens, disent l'étude, sont nés à l'âge du bronze. Et qu'est-ce que nous pouvons rajouter? Effectivement, l'agence Science Presse revient sur l'étude en montrant que les vagues de migration sont celles-ci. La première vague, il y a 45 000 ans. La deuxième, il y a 8 000 ans. Et la dernière, il y a 4 500 ans. Sauf que quand on regarde la problématique de l'âge du bronze, puisque vous avez ici l'article publié dans la revue Nature qui parle de l'âge du bronze, l'âge du bronze, c'est très étrange. Parce que quand on regarde la frise chronologique, effectivement, l'âge du bronze commence à moins 2000 ans de l'ère ancienne africaine et non pas à 4000. Et que dit l'étude? C'est important de le souligner.
Les auteurs ont également recherché les variants génétiques assujettis à la sélection naturelle. Ainsi, le variant dont on a ici le numéro, associé à la couleur de peau, montre que l'allèle dérivé correspond à la peau claire, qui s'est généralisée pendant le néolithique. Donc c'est la bande bleue que vous avez ici. Les individus avaient tous la peau foncée au mésolithique, la bande rouge que nous avons ici, alors qu'ils avaient tous la peau claire à l'âge du bronze. Donc qu'est-ce que ça sous-entend? Tous les habitants de l'Europe étaient effectivement les Africains, donc des populations africaines avant la dernière migration donc de l'âge du bronze, qui est beaucoup plus récente que celle que nous avons aujourd'hui. Et l'étude a démontré que tous les Européens actuels descendent en fait de cette dernière migration à l'âge de bronze. Donc, ça devient intéressant. Pourquoi ça devient intéressant? Parce que, en fait, il y a 3 études. Moi, je parle d'une étude parce que je regarde aussi sous les souliers, puisque s'il y a des gens qui veulent jouer à l'intéressant, on a de quoi faire. D'accord? Bon. La chose qui se passe, c'est que, vous voyez, on travestit les faits, parce que vous avez remarqué tout à l'heure, dans le documentaire, le reportage sur l'homme de Cheddar, les 2 spécialistes anglais ont dit que les Européens actuels sont issus d'une vague de migration très récente. Donc, la notion de vague de migration qui remonterait en fait à 4000 ou à 5000 ans, c'est faux. D'autant plus qu'on a quand même aujourd'hui des fouilles archéologiques qu'on a datées et on peut dire que c'est 2000 ans. Moi, j'ai toujours dit, ça fait 20 ans que je dis que c'est aux alentours de 2000 ans, d'autant plus que le peuple africain a été le premier à représenter des leucodermes vivants, de l'aveu de Jean-François Champollion. C'est pas de ma faute si les élèves qui sont dans les universités n'ont jamais vu ces représentations, mais Jean-François Champollion dit « véritable sauvage vêtu de peau de bête et tatoué ». Et il les a représentés. Donc, c'est-à-dire qu'on a quand même des représentations murales dans les fresques pharaoniques et les tombeaux royaux qui présentent l'irruption de ces gens dans l'histoire de l'humanité qu'on n'avait pas avant. Donc on sait quand même à partir de quel roi africain on commence à voir, parce que l'Afrique dominait le monde à l'époque, donc il représentait tous les types humains. Donc on voit quand est-ce que dans la région apparaît ce type humain-là. Donc il faut quand même être un peu sérieux, parce qu'il y a quand même un faisceau de preuves. Bon. On va marquer une petite pause, d'accord. Et on poursuit le cours tout de suite après.